dans ce magnifique château de la Motte-Tilly, vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte que vous aviez mis les pieds en Espagne aux alentours des années 1820. C'est là pourtant que le grand écrivain français Prosper Mérimée situe sa nouvelle intitulée Carmen, nouvelle écrite en 1845, publiée 2 ans plus tard, et que Bizet a reprise 30 ans après pour écrire son fameux opéra. Alors, je dis fameux car qui d'entre nous n'a jamais fredonné l'un des airs de cet opéra qui demeure le plus joué dans le monde, aujourd'hui encore, plus de 140 ans après sa création, c'était le 3 mars 1875. Pourtant, après des représentations assez houleuses à l'opéra comique, il faut bien le dire, Camille Duloc, le co-directeur, ne s'était pas gêné pour déclarer, je cite, « Mais c'est de la musique cochin-chinoise, on n'y comprend rien. » Même le succès de la première est tout relatif, pour ne pas dire mitigé. Bizet l'a ressenti alors comme un échec. Peu applaudi, l'œuvre est très discutée alors dans la presse. Mais ce demi-succès va vite se transformer en un triomphe mondial après les représentations viennoises d'octobre de la même année. Triomphe jamais démenti. Et comme nous sommes au château de la Motte-Tilly, je ne pouvais passer sous silence une coïncidence extraordinaire. La grande soprano Cécile Rems, arrière-grand-mère de M. Rondoni, qui nous reçoit si magnifiquement aujourd'hui avec les amis du château de la Motte-Tilly, a été l'une des premières cantatrices à jouer le rôle de Carmen à l'opéra comique au tournant du siècle. Eh bien, aujourd'hui, nous y ajouterons, si vous le voulez bien, un peu de jazz et de swing, mais sans en trahir ni l'esprit ni la lettre, puisque les paroles qui seront chantées aujourd'hui devant vous seront bien celles d'Henri Meillac et Ludovic Alvi, les 2 auteurs du livret que Bizet a magistralement mis en musique. Alors un peu de jazz dans le pays du flamenco, finalement c'est peut-être aussi ça, la magie de la musique. Mais quittons ces considérations et plongeons-nous dans l'Espagne de 1820 et partons plus particulièrement à Séville. La matinée touche à sa fin sur la grande place bordée par une manufacture de tabac dans laquelle travaille justement la Carmen de notre titre. C'est là, sur cette place, que se trouve un corps de garde où sont regroupés une quinzaine de soldats, tous dragons du régiment d'Alcala, comme le laisse voir, appuyés en ordre dans un râtelier à quelques pas de là, leurs lances aux banderoles jaunes et rouges. Figurez-vous donc ces hommes, là, assis pour certains, accoudés à une balustrade pour d'autres, et qui fument tout en regardant s'agiter toute une foule de gens pressés qui vont et viennent, qui se bousculent ou se saluent. Cette frénésie amuse Morales, le brigadier de garde, qui va de ses petits commentaires jusqu'à l'arrivée d'une jeune femme qui semble chercher quelqu'un du regard parmi les soldats en faction. Repérée par Morales, la jeune Micaëla lui avoue chercher le brigadier Don José. Morales, non sans tenter de retenir la jeune fille, lui annonce que Don José n'arrivera qu'au changement de garde lorsque la garde montante remplacera la garde descendante. Micaëla se sauve en courant.
marche militaire qui se rapproche de plus en plus. Les dragons se ressaisissent et vont prendre leurs lances. Un officier sort du petit poste de garde, leur ordonnant alors de s'aligner, et les passants se regroupent, eux aussi peu à peu, pour assister à la parade. La garde montante est sur le point d'arriver pour relever la garde descendante, mais elle est précédée par toute une bande d'enfants qui s'amusent à imiter avec de grandes enjambées les soldats qui arrivent, au premier rang desquels le lieutenant Zuniga et le brigadier Don José. Faisons comme la foule sur la grande place et écoutons le cœur des enfants. Les épaules sont
fois les sentinelles relevées, le lieutenant Zuniga et le brigadier Don José entament alors une conversation qui glisse, il faut bien le dire assez vite, sur la manufacture de tabac toute proche. Zuniga, arrivé en poste à Séville 2 jours plus tôt, se montre très intrigué par cette manufacture où les hommes n'ont pas le droit d'entrer, car près de 500 femmes y travaillent à la confection de cigares, femmes parfois petitement vêtues à cause de la chaleur étouffante des lieux. Tandis que Don José est en train de lui raconter comment il est venu s'installer à Séville avec sa mère et sa jeune sœur adoptive, la jeune Micaela, dont nous avons parlé tout à l'heure, voilà que la cloche de la manufacture de tabac se fait entendre. Tous les soldats et la foule présente se rangent alors pour admirer le passage des cigarières. Regardez-les, imaginez-les marchant lentement, la cigarette aux lèvres. Mais de la foule monte peu à peu une rumeur. C'est Carmen qui attire en effet tous les regards et les commentaires élaborés des soldats. La jeune femme, un brin provocante avec son bouquet de cassis sortant de son corsage et une fleur au coin de la bouche, leur répond alors par l'air si célèbre de la habanera, c'est-à-dire de la havanaise. La
ce temps, Don José fait mine de ne pas s'intéresser à la scène et travaille à ajuster son épinglette de soldat en faisant une chaîne avec un fil de laiton, ce qui n'échappe pas à Carmen et qui, s'approchant de lui, décroche une fleur de son corsage et la lui jette. La fleur tombe aux pieds de Don José, qui rougit sous les rires tonitruants de la foule. Et tandis que Carmen s'éloigne, arrive Micaela, qui remet à Don José une lettre que lui envoie sa mère. Il lit alors cette lettre dans laquelle sa mère lui demande de songer à se marier. Et pourquoi pas avec Micaela, justement. Trouvant dans ce conseil une bonne excuse pour oublier le trouble provoqué par Carmen, Don José s'apprête à jeter la fleur que Carmen lui a lancée lorsqu'une grande rumeur parvient de la manufacture de tabac. Le lieutenant Zuniga envoie Don José pour rétablir l'ordre. Ce dernier sépare alors Carmen et une autre cigarière qui se disputaient violemment. Il ressort en escortant Carmen. Un rapide examen de l'incident désigne Carmen comme coupable. Mais elle nargue les deux hommes. Le lieutenant Zuniga la fait alors arrêter et demande à Don José de la conduire en prison, ce qu'il s'empresse de faire. Mais en chemin, il commence à amadouer Don José en lui disant notamment qu'elle est originaire de la même région que lui. Toujours fortement troublé, Don José escorte Carmen, qui se lance alors dans une séguedille sans autre but que de charmer notre homme pour le corrompre.
Quelques paroles enjôleuses, quelques œillades bien lancées, une promesse d'amour, et Carmen réussit à convaincre Don José de la laisser s'échapper. Totalement sous le charme, notre pauvre brigadier, ivre d'amour, ne tente rien lorsqu'elle le pousse pour s'enfuir sous les rires des autres cigarières. Mesdames et messieurs, c'est ici que commence dans l'opéra de Bizet le deuxième acte. Car un mois s'est écoulé depuis la fuite de Carmen. Un mois que Don José a passé en prison pour payer sa faute de l'avoir laissé s'enfuir. Alors, quittons désormais pour un temps la grande place de Séville et son ardent soleil pour rejoindre l'ambiance plus ombragée et plus fraîche d'une taverne assez pittoresque mais fort sélecte. Elle ne l'était pas chez Mérimée qui la décrivait plutôt comme un bouge assez douteux, mais fréquentée ici par d'élégants officiers en très bonne compagnie. Nous sommes donc maintenant chez Lilas Pastia, celui-là même dont Carmen a parlé dans sa ségodille. Le dîner s'achève. Et regardez, là, à cette table, on retrouve les lieutenants Zuniga et Andrés, ainsi que Morales, l'un des brigadiers que nous avons croisé au début sur la Grande Place. Ces beaux soldats semblent n'avoir Dieu que pour 3 bohémiennes. Mercedes et Frasquita qui dansent devant eux, et surtout Carmen, qui sans prévenir s'élance au milieu de la salle pour chanter un air de son pays, sa fameuse chanson de Bohème.
Mais la soirée chez Lilas Pastia tire à sa fin, et tandis que tous songent à rentrer en leur quartier ou à terminer la nuit au théâtre, des éclats de voix et de flambeaux parviennent jusqu'à nos amis. C'est Escamillo, le fameux torero qui s'est fait remarquer dans les arènes de Grenade. Sa réputation d'adresse et de courage le précède. Mercedes et Frasquita vantent alors ses mérites auprès de Zuniga et de Morales et font tant et si bien que nos soldats s'empressent de l'inviter à boire un verre en l'honneur, je cite Zuniga, de tous ceux qui, comme vous, il s'adresse là à Escamillo, ont de l'adresse et du courage, mais aussi un grand art de la tauromachie. Escamillo, ravi d'attirer toute cette attention, se lance alors dans l'air si célèbre du toréador. Je fais
toréador. Ils ont fait couler beaucoup d'encre. On raconte que les librettistes Henri Leillac et Ludovic Halévy avaient exigé, je cite, un grand air de bravoure à cet endroit. Bizet aurait déclaré « Ah, ils veulent de l'ordure !» Le terme était un peu plus suggestif. Eh bien, ils en auront. Ainsi contraint d'écrire ces couplets qu'il détestait, Bizet aurait fini par s'exécuter et aurait tendu le morceau à Ludovic Halévy en lui criant « Tiens, voilà ta saleté !» Bon, si l'air n'est pas très distingué, c'est vrai, c'est néanmoins qu'il doit dépeindre en escamillo un bellâtre avantageux, vedette adulée. Et puis, honnêtement, si Bizet les avait réellement tant détestés, les aurait-il repris dès le prélude et à diverses reprises dans son œuvre? Toujours est-il que ces couplets servent pour Escamillo à briller au milieu de toute cette compagnie. Il tente même d'obtenir un rendez-vous avec Carmen, qui, perfide, lui répond qu'il n'est pas défendu d'attendre et qu'il est agréable d'espérer. Même le lieutenant Zuniga essaie d'obtenir d'elle une rencontre, en vain. Carmen se refuse obstinément. Et tous finissent par s'en aller de la taverne de Lilas Bastia. Enfin, tous. Tous, sauf nos trois bohémiennes qui demeurent en ces lieux pour attendre secrètement deux grands contrebandiers, le Don Caïr et le Remendado. Ces derniers arrivent et révèlent qu'ils sont sur un gros coup. En effet, ils doivent intercepter et dérober le chargement d'un navire anglais en provenance de Gibraltar, et ils ont bien besoin des trois femmes avec eux pour créer diversion. Si Mercedes et Frasquita acceptent aussitôt, il n'en va pas de même de Carmen, qui refuse de venir prétextant qu'elle est, eh oui, amoureuse de Don José. Parce qu'il est, dit-elle, joli garçon. Et c'est à ce moment précis qu'on entend, au dehors de l'auberge, dans la nuit, la voix très éloignée de Don José qui arrive, justement. Le Don Caïr et le Remendado demandent à Carmen, juste avant de s'éclipser discrètement, d'essayer de convaincre Don José de rejoindre leur bande de brigands. Mais à peine Don José est-il entré dans la taverne qu'il avoue à Carmen qu'il en est fou amoureux. Flattée, elle s'empare d'une assiette qu'elle brise nette, prend deux morceaux cassés pour s'en faire des castagnettes et se met à danser pour Don José comme elle l'avait fait plus tôt dans la soirée pour les autres soldats. Mais Don José l'arrête à deux reprises pour lui clamer son amour. Hélas, vous n'avez pas oublié que nous sommes dans une tragédie. L'implacable et fatale mécanique s'est enclenchée. Car déjà dans la nuit résonne le clairon qui rappelle Don José à la caserne pour sa garde. Et alors qu'il s'apprête à partir, Carmen, furieuse de le voir préférer son devoir de soldat à elle-même, lui lance à la figure un « Mais va-t'en à ta caserne !» et lui annonce qu'elle ne croit plus en son amour. Don José, désespéré par ce revirement inattendu, se lance dans un duo où il lui reparle de la fameuse fleur qu'elle lui avait jetée et qui avait déclenché en lui cet amour ravageur. Prêtons une oreille attentive à la plainte passionnée et désespérée de Don José. La fleur que tu m'avais jetée,
Le second acte touche à sa fin. Alors que Don José supplie Carmen, arrive le lieutenant Zuniga qui nourrissait plutôt dans la soirée, rappelez-vous, l'espoir d'une rencontre seule avec Carmen. Découvrant Don José, le lieutenant s'emporte. Carmen appelle alors à sa rescousse ses amis contrebandiers qui désarment Zuniga et l'emmènent loin de là, tandis que Don José devient involontairement leur complice. Ah, comme la grande place de Séville semble lointaine. Même la taverne de l'Illa Spastia, où le drame vient de se nouer, appartient désormais au passé, un passé irrévocable. Changeons alors une nouvelle fois de lieu pour nous retrouver dans un site plus sauvage, en pleine campagne espagnole, où règne une solitude complète, au cœur d'une nuit noire, noire comme les événements qui vont suivre. Peut-être arrivez-vous, mesdames et messieurs, à distinguer ou à imaginer dans l'obscurité une bonne vingtaine de contrebandiers qui transportent de lourds paquets. L'affaire de Gibraltar s'est donc faite. Le Dancaïr et le Remendado, les chefs, surveillent, tandis que Carmen et Don José arrivent accompagnés de Mercedes et de Frasquita. Carmen refuse de faire la paix avec Don José et il s'éloigne, un peu perdu. Alors, Mercedes et Frasquita sortent les cartes pour lire la bonne aventure. Quand vient le tour de Carmen, cette dernière s'empare du paquet, tire quelques cartes et lit sa mort, puis celle de Don José. Ces réponses amères, comme elle les appelle, vont sceller son destin et rien n'y changera. C'est cette terrible constatation, la révélation définitive de sa destinée fatale, qu'elle se résout à accepter dans l'ère qui suit. Oh,
Mais laissons désormais tous ces brigands terminer leur basse besogne, car il y a encore beaucoup de paquets à transporter, sous le regard de Don José qui surveille les alentours. Et tout à coup, des bruits se font entendre. Mais oui, c'est Escamillo, vous vous souvenez de notre célèbre torero croisé chez Villas Pastia. Le voilà qui arrive, lui aussi à la recherche de Carmen, qu'il n'a pas pu oublier depuis la fameuse nuit à la taverne. Autant dire que très vite, la situation dégénère et le combat s'engage entre les deux rivaux, Don José et Escamillo. Et le torero serait mort si Carmen et les chefs contrebandiers n'étaient arrivés à temps pour retenir le bras vengeur de Don José. Voici qu'une autre personne que nous avions croisée au début de notre histoire réapparaît elle aussi. C'est la jeune Micaela qui cherche Don José et lui annonce que sa mère est sur le point de mourir. Notre homme abandonne alors sa querelle et part sur le champ, tandis que se termine le troisième acte. Le destin est en marche, mesdames et messieurs, et rien ne l'arrêtera. Ce destin qui ramène ses futures victimes à Séville, près des vieilles arènes. C'est le jour d'un combat de taureaux et la foule se presse, bruyante et agitée. Aux marchands d'oranges et d'éventails répondent les vendeurs d'eau, de vin ou de cigarettes. Nos bohémiennes, Mercedes et Frasquita, sont là, qui discutent avec le lieutenant Zuniga. Ils lui apprennent que depuis peu, Carmen se dit folle amoureuse d'Escamillo. Quant à Don José, parti au chevet de sa mère, on ne l'a pas revu. Ah. Mais je parle, alors qu'arrive à grands cris et accompagné de fanfares toute une troupe d'enfants qui précède la quadrille, c'est-à-dire les toreros et autres banderilleros. Voici la quadrille,
milieu des vivas, paraissent enfin Escamillo et Carmen, au comble de leur nouveau bonheur. Mais Mercedes et Frasquita coupent court à leur joie en prévenant Carmen que Don José se cacherait dans la foule. Tandis que le cortège de la galerie reprend sa marche vers les arènes, la place se vide peu à peu, laissant Carmen et Don José seuls, face à face. Je ne devrais même pas continuer, mesdames et messieurs, car tout est presque dit. La longue plainte de Don José, ses promesses de faire tout ce qu'elle voudra, de rester bandit pour elle, rien. Rien ne fera vaciller la fière Carmen qui, par un cinglant « Non, je ne t'aime plus », anéantit à jamais les espoirs de Don José. Jamais Carmen ne cédera. Libre, elle est née, et libre, elle mourra. Lui lance-t-elle, tandis que parviennent les cris de la foule qui acclame la victoire de son nouvel amant, Escamillo. Ivre de désespoir, Don José, au moment même où la foule sort des arènes, poignarde Carmen qui s'effondre sans vie. À son tour, il se jette sur le corps inerte de sa bien-aimée en hurlant ces derniers mots. « Ah, Carmen, ma Carmen adorée !» Tandis que résonnent encore, ironiquement cruels, les derniers cris de la foule qui acclament Escamillo et la quadrille.
Merci beaucoup, merci. Carmen in Swing, donc cette relecture de l'opéra de Bizet, avec, tout là-bas je ne le vois pas, mais je l'entends, au saxophone, aux deux saxophones. Olivier de Paris. Au piano, Guillaume No. Pour la relecture de la nouvelle et la narration des textes, Thierry Pope. Et le chœur Carmen Swing. Et celui qui a fait tous les arrangements jazz des morceaux de Carmen que vous avez entendus aujourd'hui et qui chapeaute pas mal de projets musicaux, Monsieur Pierre-Gérard Verny. Je tiens d'ailleurs à vous signaler que si toutefois ce programme assez original vous a plu, parce que bon, après on peut transformer un peu tout ce qu'on veut comme musique existante, on peut toujours avoir des lettres recommandées ou des plaintes, après, vous savez, c'est pas si simple. C'est beaucoup plus facile quand la personne qui a écrit ça à l'origine n'est plus là. Parce qu'au niveau des plaintes, c'est moins compliqué. Cette relecture jazz donc, de Carmen, nous l'avons gravée il y a quelque temps sur un CD que nous avons évidemment tenu à votre disposition. Et il nous en reste très peu. Je crois qu'il nous en reste sur la globalité, sur les dizaines de milliers qu'on a vendus dans les tournées internationales. Je crois qu'il nous en reste 20. Et évidemment, mon coffre est plein, il est hors de question que je reparte avec. Et puis on vous propose aussi quelques disques, parce qu'une grande partie de ce groupe-là travaille aussi dans un autre groupe qui s'appelle Gospel Groove. On vous propose aussi un disque qu'on vient de sortir de Gospel. Voilà, on vous propose des petites choses à la sortie.
qui sont très peu chers, mais multipliés par 2, ça fait toujours 2 fois le prix. Voilà. En tout cas, je remercie Monsieur Rondoni qui était venu nous écouter il y a 2 ans. Voilà. Nous avions donné ce programme à l'ours, de nous avoir invités aujourd'hui. En plus, il fait beau, le cadre est merveilleux. On revient évidemment quand vous voulez. 2019 pour un autre programme. Eh bien, je pense qu'on peut vraiment les applaudir et les remercier parce que en plus, il a fait toute la présentation, je ne vais pas le faire. Merci à tous, merci d'être venus par cette chaleur avec tous les programmes qui arrivent un peu partout ce week-end. Et dans certains endroits, c'était très bousculé. Et puis, merci au Centre du Monument Nationaux de nous autoriser quand même à utiliser cette magnifique salle. Cette année, enfin pour aujourd'hui, pour les habitués, vous n'aurez pas rangé les chaises parce que le buffet se passera à l'extérieur. Profitons de cette belle journée de soleil. Un grand merci à vous tous. N'oubliez pas, le 8, je suis désolé de vous bloquer votre date, hein. Le 8 octobre, on a notre trio de harpe avec Marianne Norman. Et le 21 octobre, le fameux dîner de gala que nous faisons chaque année. La semaine prochaine, la fête du tilleul, en espérant qu'il y ait cette même journée de soleil et de beau temps. Merci à tous et à très bientôt. Bon, normalement, c'est terminé. Hein. Mais juste pour finir, si vous voulez, on va vous faire un tout petit truc. Tout le monde, on peut leur faire Salakao peut-être, qui n'a rien à voir avec Carmen, puisque vous venez d'entendre. On va vous faire un tout petit chant a cappella. Vous allez descendre. Vous allez voir, on va vous faire un truc un peu curieux, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça me fait absolument pas mal. Ça me fait absolument pas mal. Manyenga busya
Qui est un peu notre marque de fabrique, on va dire ça comme ça, puisqu'on termine souvent les concerts comme ça. L'acoustique de la salle est assez formidable parce qu'elle n'est pas trop réverbérée, mais quand on fait ça, par exemple, dans une chapelle, effectivement, avec la réverbération, ça envahit plus la salle, mais là déjà, c'est formidable. Ce chant-là, vous le trouvez d'ailleurs dans le disque de gospel à la fin. Est-ce que je fais exprès? Je crois. Merci beaucoup, parce que je sais que c'est une période où il y a beaucoup de choses, beaucoup de concerts, il fait très beau, donc on peut aussi préférer être à l'air libre dans la forêt ou chez soi autour d'un piscine, si on en a une. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on vous a fait passer une bonne après-midi. Merci. Oui. Merci beaucoup.